Salut les amis et bienvenue, on est de retour dans cet épisode de JCN Répond du mois de mai, vidéo dans laquelle on cherche à répondre à un maximum de vos questions. Cette semaine, on a sélectionné tout un tas de thématiques parmi lesquelles l'entraînement, la gestion de l'effort et tout un tas d'autres choses. Alors c'est parti Loïc. Allez, c'est parti. Et on commence Florian avec une première question qui nous vient de Laurent et qui nous demande: pouvez-vous faire une présentation d'ensemble en fonction des saisons et conditions météo? Alors combien de couches, type de sous-vêtements, cuissards, collants, maillots? Flo, toi tu t'habilles comment quand tu roules? Bah écoute, tout d'abord Laurent, je t'invite à aller voir la vidéo qu'on a déjà réalisée sur le thème qui peut-être mérite d'être complétée mais en tout cas te servira de base. Comment s'habiller en fonction des saisons et de la météo. Moi je vais te dire deux, trois petits conseils de base. Je dirais qu'à mi-saison, c'est-à-dire actuellement, on est encore au printemps, il faut plutôt privilégier un nombre de couches élevé. Parce que ça va te permettre, en fonction des changements lors d'une même sortie, d'en enlever, d'en remettre, et ainsi de t'adapter, puisqu'on sait que durant ces périodes, les températures peuvent changer, et le temps aussi assez facilement. De façon générale, on attendra l'été pour sortir de façon un peu plus légère, on va dire, en cuissard court tous les jours. Et Loïc, je crois qu'il y a une règle chez les pros avec un nombre de degrés minimum avant lequel on ne se découvre pas les jambes, c'est ça ? Exactement Florian, c'est 18 degrés. Si tu es en dessous de 18 degrés, tu restes en long tout le temps. Moi je partais du début de saison, enfin reprise, début octobre jusqu'au mois de mai, cuissard long, maillot long. Et maillot long, chasuble. Voilà. Après, je commençais à découvrir un peu la guitare. Ouais, bon, il y en a certains que ça va faire sourire parce qu'à la première lueur de soleil, dès 10-12 degrés, vous allez sortir en cuissard court, je vous rassure, c'est pas très grave. On va dire que cette règle-là, elle s'applique plutôt aux compétiteurs qui, eux, sont en général très secs et du coup, doivent être plus précautionneux pour éviter de prendre le premier coup de vent qui passe. Donc faites-vous plaisir s'il fait beau, vous pouvez découvrir les jambes avant 18 degrés. Mais c'est bien de retenir le sens de cette règle. Loïc, je te propose de passer à la question suivante, qui est celle de Louis, qui nous dit, et d'ailleurs c'est complémentaire dans le sujet, est-ce qu'un sous-maillot en été c'est vraiment utile? Toi t'en penses quoi? Eh bien écoute Florian, je crois que je suis le mauvais exemple parce que pour moi, il n'y a aucun intérêt de mettre un sous-maillot en été. Bon, alors vous connaissez la messe, c'est soi-disant pour réguler la température. Moi j'en ai jamais mis étant coureur. Coureur pro, je mettais le maillot à même la peau direct. Et toi Flo, t'en mets? Alors, j'ai tendance à être un peu plus modéré que toi, dans le sens où oui, le sous-maillot, ça sert aussi d'isolant thermique, donc c'est paradoxalement, ça peut, si vous êtes sensible à la chaleur, vous aider. Ça peut aussi, de façon pratico-pratique, vous éviter un truc assez moche, c'est les marques de bronzage du cuissard dans le dos lorsqu'on utilise des maillots modernes, respirants d'été. Mais blague à part, c'est vrai que c'est moins indispensable l'été que l'hiver, pour des raisons évidentes. Mais néanmoins, il y en a certains qui aiment bien parce que ça isole, ça permet de transférer, on va dire, votre transpiration sur le maillot et du coup d'avoir une base entre les deux. Mais je suis d'accord avec toi, Loïc. En été, c'est évidemment beaucoup moins indispensable. Du coup, Florian, on passe à la question suivante qui nous vient d'Alexis, qui me plaît, Alexis. Il me plaît dans sa question. Il dit vous conseillez dans plusieurs de vos vidéos de faire des pauses café ou bière pendant de longs entraînements, mais ça déshydrate fort, non? N'est-ce pas impactant sur la performance? Alors Flo, toi t'en penses quoi? Ouais Alexis, je voudrais remettre un petit peu l'église au centre du village. C'est vrai qu'on fait beaucoup de plaisanteries sur la bière de récupération, etc. Mais on conseille pas dans nos vidéos de s'arrêter boire des bières en plein milieu d'une séance d'entraînement. Les pauses café, oui, si tu veux, avec plaisir, avec les copains. Mais la bière, c'est seulement quand tu as fini ta séance et si tu l'as méritée. Donc là, oui, tu peux y aller. Et nous, on fait en sorte de bien la mériter pour pas avoir de limite derrière. Mais ça, c'est autre chose et c'est un autre discours. Évidemment, en revanche, que tu as raison, les bières, comme l'alcool en général, ça déshydrate fort. Et c'est pour ça d'ailleurs que même si en été, ça fait très plaisir, ceux qui sont sujets aux crampes, par exemple, ou à la déshydratation, on leur déconseille de boire de l'alcool les jours où ils font du vélo. Ou encore une fois, le soir, après l'entraînement. Mais attention à ne pas être réveillé au milieu de la nuit à cause d'une crampe. Ça t'est déjà arrivé, Loïc, non? Oh oui. L'essentiel, c'est que quand t'as une crampe, il faut la tirer, quoi. Ouais, exactement. Sinon, les pauses café, ça c'est libre à chacun d'en prendre une, deux, trois à foison lors d'une sortie. Évidemment, il y a des chances que la sortie elle devienne un peu plus pépère et un peu moins axée sur le travail si vous arrêtez toutes les demi-heures. Comme toi, Loïc.
Ouais, c'est ça. Quoi, j'ai une belle anecdote là-dessus. Hein. Une fois, j'ai fait une sortie de vélo avec un Tourangeau, coureur pro, hein, dans le Pays Basque. Ouais. On s'est arrêté pour boire un petit coca à la fin de la sortie. Il restait 1 heure avant de rentrer. On avait fait tous nos cols, toutes nos séries. Et ben, monsieur a pris une bière. Voilà, une petite binouse, au frais, en terrasse. Ben justement, tu sais quoi Loïc, ça nous amène à la question suivante. Puisque Cédric nous dit, vous parlez de crampes en fin de vidéo, comment elles apparaissent et quels exercices conseillez-vous? Merci. On a déjà répondu en partie sur la thématique de l'alcool qui est plutôt à éviter pour les crampes, puisque on rappelle les crampes en général elles sont liées à une déshydratation, donc il faut penser à bien s'hydrater. Toi tu conseillerais quoi Loïc comme exercice en général pour les éviter? Pour les éviter, il n'y a pas 36 solutions. Déjà, faire des étirements, ça c'est la base. Mais l'hydratation, les cachets de sel à la limite, pareil, tous les suppléments, enfin tout ce qui est gel et tout ça, il y en a plein qui sont faits pour les crampes. Et diversifier aussi les eaux que vous allez boire. Donc la ceinture, l'épar, enfin voilà, je fais un peu de pub pour toutes les marques. Mais il faut recharger en sels minéraux parce que quand vous transpirez, vous perdez beaucoup de ces sels minéraux. Et c'est ça qui fait en sorte que vous ayez des crampes derrière, quoi. Eh bien pour moi, t'as tout dit. Du coup, tu nous lances la prochaine question Loïc? Alors, prochaine question qui nous vient de Simon et qui nous dit moi qui roule toujours en solitaire, j'ai eu récemment l'occasion d'expérimenter le relais pour la première fois la semaine dernière quand un autre cycliste solo m'a proposé de partager l'effort contre un méchant vent de face. Ah, ça c'est bien. Du coup, qu'est-ce que tu veux savoir? En gros, il veut savoir qui c'est qui doit accélérer et qui doit ralentir. Donc, est-ce que c'est celui qui est devant qui ralentit pour laisser passer celui qui est derrière, ou est-ce que c'est celui qui est derrière qui accélère pour remonter? Tu veux que je commence du coup Loïc à répondre à Simon? Allez, vas-y, dis-nous tout. Parce que toi, je sais que t'es un sacré ratagasse, tu passes jamais un relais. Je vous laisserai juger, je pense que vous nous connaissez assez pour savoir qui est de mauvaise foi dans cette affirmation. Du coup, répondons à la question. Dans un relais, notamment si vous prenez des relais de façon continue, un peu en forme de rouleau, c'est bien celui qui est derrière, c'est bien celui qui est devant qui va ralentir et s'écarter pour laisser passer celui qui est derrière. En fait, lorsqu'on prend son relais, le but n'est pas d'accélérer, mais de maintenir la vitesse. Lorsque les relais sont bien pris, en théorie, la vitesse du groupe doit être constante. Et ce qui va différencier les coureurs, s'il y en a certains qui sont plus forts que d'autres, évidemment, si le rythme a tendance à baisser un peu, le coureur plus fort va le remonter jusqu'au rythme cible, mais surtout, il va prendre des relais qui vont être plus longs plutôt que plus appuyés, ce qui permettra du coup à ceux qui sont un peu plus faibles dans le groupe de se reposer davantage, et lorsque eux passeront leur relais, eh bien, ils maintiendront le même rythme, mais sur une durée un peu plus courte. Est-ce que tu es d'accord avec ça Loïc, ou est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Tu as tout dit, Jamy, tu as tout dit. Eh bien alors je te donne la question suivante, qui est celle de Benjamin, qui nous dit « Salut Florian et Loïc, j'en suis à 2300 km cette année, j'ai prévu de faire environ 5 cyclos sportives, courageux Benjamin, en supposant que je fasse 6-7 000 km, une coupure d'un mois ne risque pas de faire perdre mes capacités acquises en cours d'année, que me conseillez-vous ?» Eh bien écoute Benjamin, j'ai envie de te dire que tu vas perdre, certes, mais le corps a une mémoire, donc tu vas vite, c'est relatif, retrouver tout ce que tu as acquis auparavant. Donc en fait tout le travail que tu fais maintenant, il ne sera pas perdu l'année prochaine. C'est de l'acquis pour ton corps, tu pourras retravailler par-dessus, revenir à ce niveau-là, et en retravaillant derrière, tu vas progresser encore plus. Donc non, la coupure d'un mois, franchement tu peux la faire sans problème. Après c'est vrai que c'est pas des distances folles, 7000 km par an, c'est très bien, c'est déjà beau, mais en soi si tu fais 15 jours de coupure, t'en auras largement assez. Bon. Quelque part, il faut savoir se faire plaisir aussi. Alors un mois, ça peut aussi être bien. Il faut rappeler l'intérêt de la coupure, hein. Évidemment, à chaque fois qu'on coupe, on perd un petit peu de nos capacités, de notre niveau, mais c'est bon pour pouvoir reconstruire derrière, que ce soit mentalement ou physiquement, on a besoin de ces coupures pour se ressourcer, se recharger, et puis repartir avec de l'entrain, de la motivation et de l'envie. Donc après, c'est à chacun de se connaître, savoir avec tant de kilomètres combien de temps de coupure tu nécessites, puis savoir écouter un peu ton corps et ton niveau d'envie. Si tu finis ta saison rincée avec aucune envie de toucher le vélo, le mois de coupure sera bien nécessaire. Si ce n'est pas le cas, tu peux raccourcir un petit peu, mais la coupure en tout cas me semble indispensable. Loïc, question suivante. Gabriel qui nous dit « Est-ce bien d'utiliser la course à pied pour récupérer de grosses sorties à vélo ?» Eh ben écoute Gabriel, j'ai envie de te dire, si tu as envie de te fracasser les pattes, vas-y, fonce, cours. C'est vrai, c'est pas du tout le même exercice.
forcément le vélo est un sport porté, donc on force dans un axe et on force toujours de la même façon. La course à pied, il y a des appuis différents, le muscle travaille totalement différemment, du coup tu risques plus de l'impacter qu'autre chose en fait en voulant récupérer en course à pied. Donc moi je conseille quand vous êtes en saison de faire uniquement du vélo. Récup c'est en vélo, vous pédalez toujours. Voilà, il faut juste enchaîner comme ça. On mettra un bémol évidemment pour nos amis triathlètes qui eux sont habitués à enchaîner les 3 exercices, mais là on parle de pratique purement cycliste et auquel cas Loïc tu me diras si tu es d'accord avec ça, mais j'aurais plutôt tendance à dire de faire l'inverse, c'est-à-dire si tu pratiques ces 2 activités, d'utiliser le vélo pour récupérer d'une grosse sortie à course à pied, parce que comme l'a dit Loïc, le vélo c'est moins impactant pour le muscle puisqu'il n'y a pas ce contact répété que peut apporter la course à pied et du coup vous allez plus facilement évacuer l'acide lactique. Néanmoins, encore une fois, je rajoute le bémol de nos amis triathlètes qui eux sont très habitués à enchaîner tous les exercices et du coup sont plus capables qu'un coureur occasionnel de faire des sorties récup, y compris en course à pied. Mais en tout cas, d'un point de vue mécanique, l'idée c'est plutôt l'inverse que ce que toi tu as évoqué. Je te propose de répondre à la question suivante parce qu'elle te concerne directement. De Grégory qui nous dit « Mais quelle est la position du facteur ?» Je dis ça car je suis un facteur, lol. Voilà, Flo, vu que toi tu as une position de facteur, je pense qu'elle t'est destinée. Eh bien écoute Grégory, évidemment les pauvres facteurs, personne n'a jamais pensé à les insulter en créant cette expression cycliste de la position du facteur, mais évidemment on peut comprendre la genèse de cette expression. Forcément les facteurs, leur but c'est d'être confortables sur le vélo quand ils nous livrent nos colis et nos lettres au quotidien et non pas d'être aéro et performants. Du coup, par opposition à une position qui serait performante, et donc aéro, tout ce que vous voulez, professionnel on va dire, la position du facteur, quand on parle de position sur le vélo, eh bien c'est plutôt une position où on va être très relevé, avec une prise au vent assez élevée, et voilà. Et de façon générale, on a tendance à vulgariser un peu cette expression pour dire « t'es mal posé sur le vélo », on dit « t'es posé comme un facteur ». D'ailleurs, on utilise les facteurs pour plein de choses en vélo, puisqu'on l'a dit aussi dans la vidéo « Comment attaquer », on peut attaquer en facteur. Auquel cas, ça signifie partir un petit peu comme ça, en loose day, sans se faire voir et sans vraiment attaquer, quoi. C'est exactement ça, Florian. Et tu sais que ça fait parfaitement la transition avec la question suivante, en loose day, comme tu l'as dit. Parce que la question suivante qui nous dit, c'est YN qui nous demande même pas un mot sur le coup du ravito, Loïc. Sinon, super vidéo, voilà. Le coup du ravito, pareil, ça c'est un coup en loose day, Flo, non ? Ouais, ça tu vas nous en parler, tu vas nous dire chez les pros comment c'est vu, mais moi j'explique si tu veux ce que ça veut dire faire le coup du ravito. Et bien tout simplement, vous savez qu'en compétition il y a des zones de ravitaillement, on voit souvent au bord des routes les assistants avec les musettes qui donnent à manger, à boire aux coureurs. Et voilà, et en général c'est vrai que c'est assez mal vu que d'attaquer dans cette zone-là, qui est plutôt une zone où on est censé se ravitailler et du coup un peu sortir le drapeau blanc et attendre une zone plus propice aux attaques. Du coup, c'est vu comment aujourd'hui chez les pros d'attaquer sur la zone ravito, Loïc ? Mais c'est très mal vu, Florian, c'est très mal vu d'attaquer à des moments qui sont pas opportuns comme celui-là. Parce que tout le monde est en stand-by, on se ravitaille tranquille, et là, t'as une équipe qui remonte, coup de bordure direct, ça met tout le monde dans la caillasse, tout le monde en galère. Non, en fait, c'est comme attaquer un leader sur une crevaison ou sur un problème mécanique. On l'avait vu, tu te rappelles Alberto Contador, un Tour de France, c'était quoi, 2003 4 Je sais plus. Ouais, je me lancerai pas dans les chiffres, mais c'est vrai qu'on a plusieurs exemples où ça s'est fait. Mais du coup, d'ailleurs, t'as des exemples, toi, d'attaques sur une zone ravito que t'as vécu dans le peloton où ça a un peu débattu derrière ? J'ai pas souvenir. Franchement, j'ai pas souvenir. Je sais donc, que c'est globalement, on peut dire que c'est assez bien respecté. Ouais, mais c'est propre à une certaine catégorie de coureurs qui nous vient d'Italie en général. Après, je dis ça, je dis rien. Ouais, c'est vrai que les Italiens ils sont assez filous en général et les règles ils n'ont pas toujours envie de les respecter, à moins que ce soit eux qui les fassent, comme à la belle époque du grand Cipollini qui était un peu le boss du peloton et il valait mieux écouter ce qu'il disait si j'ai bonne mémoire. Bon, en tout cas Loïc, je dirais que c'est terminé pour cette session. Est-ce que tu veux nous faire une belle conclusion ? Je vous fais une magnifique conclusion. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo JCN en français. On se retrouve pour le même thème le mois prochain. Mais en attendant, on va vivre ensemble plein de belles aventures. Allez, ciao. Allez, salut.